Lucas Moreau avait 22 ans et portait le même jean troué depuis 3 mois. Chaque matin, il se levait dans sa chambre de bonne de 8 mètres carrés, sous les toits de Paris. L'eau coulait goutte à goutte du robinet cassé. Le radiateur ne fonctionnait plus depuis novembre. Il enfilait ses baskets usées, celles avec un trou sur le côté gauche qu'il cachait en marchant différemment. Sa mère lui avait envoyé ses chaussures il y a 2 ans, quand elle avait encore un travail stable à Marseille. Maintenant, elle nettoyait des bureaux la nuit pour payer son propre loyer. Lucas n'osait plus lui demander d'aide. Il savait qu'elle se privait déjà de repas pour lui envoyer 50 € par mois. Ces 50 € qui disparaissaient en 3 jours entre le métro, le pain et les pâtes premier prix. Lucas étudiait l'économie à la Sorbonne, mais il n'avait jamais eu autant de mal à joindre les deux bouts. Ses camarades parlaient de stages rémunérés, de voyages d'études, de restaurants où ils allaient déjeuner entre les cours. Lui, il buvait de l'eau du robinet et grignotait des crackers assis pendant les pauses. Ce matin-là était différent. Lucas avait reçu un email la veille au soir. Une bourse d'excellence inattendue. 3 000 € pour finir son master. Il avait relu le message 10 fois, vérifié l'adresse de l'expéditeur, cherché des signes d'arnaque. Mais tout semblait authentique. La Fondation Dubois pour l'excellence académique. Un nom qu'il ne connaissait pas, mais qui sonnait sérieux. Le message était signé par un certain monsieur Henri Dubois, président de la fondation. Lucas avait passé la nuit à imaginer ce qu'il pourrait faire avec cet argent. Payer son loyer en retard. Acheter des livres neufs au lieu de photocopier des pages à la bibliothèque. Peut-être même s'offrir un repas chaud de temps en temps. Il descendit les 6 étages de son immeuble vétuste, évitant la marche qui grinçait au 3e. Dans la rue, l'air froid de février lui piqua le visage. Il remonta la fermeture éclair de sa veste fine, celle qui ne fermait plus complètement depuis qu'il l'avait achetée d'occasion. Les passants marchaient vite, emmitouflés dans leurs manteaux de laine. Lucas pressa le pas vers le métro. La station Châtelet grouillait de monde à 8 heures du matin. Lucas se faufila entre les voyageurs, serrant son sac à dos contre lui. À l'intérieur, il n'y avait que ses cours photocopiés, un stylo qui ne marchait qu'une fois sur 2, et une pomme qu'il gardait pour le déjeuner. Il monta dans la rame bondée, coincé entre un homme en costume qui sentait l'eau de Cologne chère et une femme qui tapotait nerveusement sur son téléphone dernier cri. Lucas observait ces gens qui semblaient avoir une vie si différente de la sienne. Leurs vêtements impeccables, leurs chaussures cirées, leurs gestes assurés. Il se demandait s'il aurait un jour leur aisance, leur confiance naturelle. Le métro s'arrêta à Odéon. Lucas descendit et remonta vers la surface. Les rues du quartier latin s'animaient doucement. Les cafés ouvraient leurs terrasses, les étudiants affluaient vers les facultés. Lucas aimait cette effervescence matinale, même s'il ne pouvait pas y participer pleinement. Il ne s'arrêtait jamais prendre un café, ne traînait jamais sur les terrasses. Il allait directement en cours, s'installait au fond de l'amphithéâtre, prenait ses notes en silence. Aujourd'hui, pourtant, il se sentait différent. Cette bourse changeait tout. Pour la première fois depuis des mois, il pouvait envisager l'avenir sans cette angoisse permanente qui lui nouait l'estomac. Il poussa les lourdes portes de la Sorbonne et gravit les marches de marbre usées par des générations d'étudiants. Dans le hall, des groupes discutaient bruyamment. Lucas reconnut quelques visages de sa promotion. Il parlait du stage chez Goldman Sachs qu'avait décroché Mathieu, fils d'un député. Ou du voyage d'études à Londres que finançaient les parents de Camille. Lucas passa devant eux sans s'arrêter. Il n'avait jamais fait partie de ces conversations. Pas par timidité, mais par réalisme. À quoi bon parler de stages non rémunérés quand on a besoin de travailler pour survivre? À quoi bon rêver de voyages d'études quand on n'a pas de quoi payer le métro? Il monta au 2e étage, vers l'amphithéâtre Richelieu. Le cours de macroéconomie internationale commençait dans 10 minutes. Lucas s'installa à sa place habituelle, au fond à gauche, près de la fenêtre. De là, il pouvait voir les toits de Paris et rêver un peu entre les équations. Le professeur Martineau entra dans l'amphithéâtre avec sa ponctualité habituelle. Grand, élégant, la cinquantaine distinguée, il portait toujours des costumes parfaitement coupés et des cravates de soie. Lucas admirait sa façon de parler, précise et passionnée à la fois. Martineau avait travaillé 15 ans dans la finance internationale avant de devenir professeur. Il racontait parfois des anecdotes sur ses années à la City de Londres ou à Wall Street. Des histoires qui faisaient rêver Lucas, même s'il savait qu'elles appartenaient à un monde qui lui était inaccessible. Ce matin-là,
Martineau parlait des mécanismes de financement des entreprises. Il expliquait comment les banques d'investissement accompagnaient les sociétés dans leur développement. Lucas prenait des notes consciencieusement, mais son esprit vagabondait. Il pensait à cette bourse, à ce monsieur Dubois qu'il ne connaissait pas. Pourquoi lui? Il n'était pas le meilleur étudiant de sa promotion. Ses notes étaient correctes, mais sans plus. Il n'avait pas de réseau, pas de recommandations particulières. Cette bourse tombait du ciel comme un miracle inexpliqué. À la pause, Lucas sortit son téléphone pour relire l'email. Le message était bref mais chaleureux. Monsieur Dubois expliquait que la fondation avait remarqué son parcours et souhaitait l'accompagner dans ses études. Il proposait même de le rencontrer pour discuter de ses projets professionnels. Lucas n'en revenait pas. Personne ne s'était jamais intéressé à ses projets. Ses professeurs le connaissaient à peine, ses camarades l'ignoraient poliment. Il était l'étudiant invisible, celui qui assistait aux cours sans jamais poser de questions, qui rendait ses devoirs dans les temps sans faire de vagues. Et voilà qu'un inconnu voulait l'aider, croyait en lui. Lucas sentit une émotion étrange monter en lui. Un mélange de gratitude et d'incrédulité. Il tapa une réponse polie, acceptant le rendez-vous proposé pour le lendemain. Ses doigts tremblaient légèrement sur l'écran. Il n'avait pas l'habitude qu'on s'intéresse à lui. Il n'avait pas l'habitude de l'espoir. Le cours reprit. Martineau parlait maintenant des stages en banque d'investissement. Il expliquait que ces expériences étaient cruciales pour comprendre le monde de la finance. Plusieurs étudiants levèrent la main pour poser des questions sur les candidatures, les entretiens, les recommandations nécessaires. Lucas écoutait sans participer. Ces stages étaient réservés aux étudiants qui avaient les bons contacts, les bonnes écoles préparatoires, les bons noms de famille. Lui venait d'un lycée de banlieue marseillaise. Sa mère était femme de ménage, son père avait disparu quand il avait 12 ans. Il n'avait pas le profil. Pourtant, quelque chose avait changé ce matin. Cette bourse lui donnait une légitimité nouvelle. Pour la première fois, il osait imaginer qu'il pourrait peut-être, lui aussi, prétendre à ces opportunités. Peut-être que monsieur Dubois pourrait l'aider, le conseiller, lui ouvrir des portes. Lucas se surprit à rêver d'un stage dans une vraie banque, d'un bureau avec vue sur la Seine, d'un salaire qui lui permettrait d'aider sa mère. Ses rêves lui semblaient moins impossibles maintenant. À la fin du cours, Lucas rangea ses affaires lentement. Les autres étudiants partaient en groupe, parlant de leurs projets de déjeuner, de leurs cours de l'après-midi. Lucas, lui, allait rentrer dans sa chambre de bonne. Il avait cours à 14 heures, mais pas de quoi s'acheter à manger entre-temps. Il grignoterait sa pomme en relisant ses notes. C'était sa routine depuis des mois. Mais aujourd'hui, cette routine lui pesait moins. Demain, il rencontrerait monsieur Dubois. Demain, sa vie pourrait changer. Il descendit les escaliers de la Sorbonne d'un pas plus léger. Dans la rue, le soleil perçait enfin les nuages gris de février. Lucas leva le visage vers cette lumière timide. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir lui semblait moins sombre. Il ne savait pas encore que ce rendez-vous allait bouleverser sa vie d'une façon qu'il n'imaginait pas. Il ne savait pas que monsieur Dubois cachait un secret qui changerait tout. Il marchait vers le métro, le cœur plus léger, sans se douter que le véritable miracle ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Lucas se réveilla une heure plus tôt que d'habitude. Il avait mal dormi, l'excitation et l'appréhension se mêlant dans son esprit. Le rendez-vous était fixé à 10 heures dans un café du 7e arrondissement. Un quartier que Lucas ne fréquentait jamais, trop cher, trop élégant pour ses moyens. Il se doucha avec l'eau tiède de sa salle de bain minuscule, se rasa avec soin devant le miroir fêlé. Il enfila sa seule chemise correcte, celle qu'il réservait pour les examens importants. Elle était un peu froissée, mais propre. Il la rentra dans son jean le moins abîmé et chaussa ses baskets après avoir vérifié que le trou n'était pas trop visible. Dans le métro, il répéta mentalement ce qu'il allait dire. Comment remercier monsieur Dubois pour cette bourse inespérée? Comment expliquer sa situation sans paraître pitoyable? Comment montrer sa motivation sans sembler désespéré? Les mots se bousculaient dans sa tête. Il n'avait pas l'habitude de ce genre d'entretien. Il n'avait jamais eu à se vendre, à convaincre quelqu'un de croire en lui. Le café se trouvait rue de Grenelle, face à un hôtel particulier aux façades haussmanniennes impeccables. Lucas arriva 10 minutes en avance et observa l'endroit depuis le trottoir d'en face. C'était exactement le genre d'établissement qu'il imaginait. Terrasse avec des parasols beiges, serveurs en tablier blanc,
clientèle en costume et tailleur. Il prit une grande inspiration et traversa la rue. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée. Banquette en cuir, boiserie sombre, lumière tamisée. Lucas se dirigea vers le comptoir, intimidé par le cadre. Le serveur, un homme d'une quarantaine d'années aux manières polies, lui demanda s'il avait une réservation. Lucas expliqua qu'il attendait quelqu'un, un certain monsieur Dubois. Le serveur sourit et lui indiqua une table près de la fenêtre. Apparemment, monsieur Dubois était un habitué. Lucas s'installa et commanda un café, le moins cher de la carte. Il posa ses mains sur la table, remarqua qu'elle tremblait légèrement. Il les cacha sous la nappe et attendit. À 10 heures précises, un homme entra dans le café. La cinquantaine élégante, cheveux gris parfaitement coiffés, costume anthracite de grande qualité. Il portait une montre qui brillait discrètement à son poignet et des chaussures en cuir italien. Lucas le reconnut immédiatement, même s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Cet homme dégageait une autorité naturelle, une aisance que seuls possèdent ceux qui ont l'habitude du pouvoir. Il balaya le café du regard et ses yeux s'arrêtèrent sur Lucas. Un sourire chaleureux éclaira son visage. Il s'approcha de la table d'un pas assuré. Lucas se leva maladroitement, renversant presque sa tasse. Monsieur Dubois lui tendit une main ferme et chaleureuse. Sa poignée de main était celle d'un homme habitué aux négociations importantes. Il s'assit face à Lucas avec une élégance naturelle. Le serveur apparut immédiatement, comme s'il avait guetté son arrivée. Monsieur Dubois commanda un expresso et demanda des nouvelles de la famille du serveur. Visiblement, ils se connaissaient bien. Henri Dubois observa Lucas avec bienveillance. Ses yeux gris étaient perçants mais chaleureux. Il avait cette façon de regarder les gens qui donnait l'impression qu'ils étaient la personne la plus importante au monde à cet instant. Lucas se sentit immédiatement à l'aise, malgré la différence évidente entre leurs mondes. Monsieur Dubois commença par s'excuser pour le mystère autour de cette bourse. Il expliqua que sa fondation préférait agir discrètement, sans publicité. Il avait remarqué le parcours de Lucas grâce à un de ses professeurs qui avait mentionné son sérieux et sa détermination malgré des conditions difficiles. Lucas rougit légèrement. Il ne savait pas que ses efforts étaient remarqués. Il pensait passer inaperçu dans la masse des étudiants. Monsieur Dubois sourit devant sa modestie. Il expliqua que c'était exactement ce qu'il cherchait. Des jeunes gens méritants qui n'avaient pas eu la chance de naître dans les bonnes familles. Des talents cachés qui avaient besoin d'un coup de pouce pour révéler leur potentiel. La conversation se déroula naturellement. Monsieur Dubois posa des questions sur les études de Lucas, ses projets, ses rêves. Lucas, d'abord intimidé, se détendit progressivement. Cet homme avait le don de mettre les gens en confiance. Il écoutait vraiment, posait les bonnes questions, montrait un intérêt sincère. Lucas parla de sa passion pour l'économie, de son envie de comprendre les mécanismes financiers qui régissent le monde. Il évoqua timidement son rêve de travailler dans une banque d'investissement, tout en précisant qu'il savait que c'était probablement inaccessible pour quelqu'un comme lui. Monsieur Dubois fronça les sourcils. Pourquoi inaccessible? Lucas expliqua sa situation, son manque de réseau, son origine sociale. Monsieur Dubois secoua la tête avec fermeté. Il expliqua que le talent n'avait pas de classe sociale. Que les meilleures banques cherchaient des profils diversifiés. Que Lucas avait exactement les qualités recherchées, l'intelligence, la détermination, l'humilité. Il fallait juste lui donner sa chance. Puis monsieur Dubois fit une proposition qui coupa le souffle à Lucas. Il dirigeait une banque d'investissement, Dubois et Associés. Une structure de taille moyenne mais très respectée dans le milieu financier parisien. Il proposait à Lucas un stage d'été rémunéré. 6 mois pour découvrir le métier, apprendre, se former. Un salaire de 2000 € par mois, plus que Lucas n'avait jamais gagné de sa vie. Lucas resta bouche bée. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Hier encore, il se demandait comment payer son loyer. Aujourd'hui, on lui offrait le stage de ses rêves. Monsieur Dubois sourit devant sa stupéfaction. Il expliqua que c'était sa façon de fonctionner. Repérer les talents, les accompagner, leur donner leur chance. Sa banque avait été créée sur ce principe. Recruter des profils atypiques, les former, les faire grandir. Beaucoup de ses collaborateurs actuels venaient d'horizons modestes. Ils étaient aujourd'hui parmi les meilleurs de leur génération. Lucas pourrait suivre le même chemin s'il le souhaitait. Les détails pratiques furent rapidement réglés. Le stage commencerait en juin,
juste après les examens. Lucas travaillerait dans l'équipe de fusion-acquisition, le cœur de l'activité de la banque. Il serait formé par les meilleurs, participerait à de vrais dossiers, découvrirait tous les aspects du métier. Monsieur Dubois lui remit une carte de visite élégante, gravée en relief. Il lui expliqua qu'il pourrait l'appeler à tout moment s'il avait des questions. Il ajouta qu'il était fier de l'accueillir dans son équipe. Lucas serra la carte dans sa main comme un trésor. Il remercia Monsieur Dubois avec une émotion qu'il avait du mal à contenir. Cet homme venait de changer sa vie en une heure de conversation. Il lui offrait bien plus qu'un stage. Il lui offrait un avenir, une chance de sortir de la précarité, de réaliser ses rêves. Monsieur Dubois se leva, serra chaleureusement la main de Lucas. Il lui dit qu'il avait hâte de le voir à l'œuvre. Qu'il était sûr qu'il ne serait pas déçu. Lucas resta seul à la table, encore sous le choc. Il regardait la carte de visite, lisait et relisait le nom de la banque. Dubois et Associés. Son futur employeur. Dans quelques mois, il franchirait les portes de cette banque comme un vrai professionnel. Il aurait un bureau, des responsabilités, un salaire. Il pourrait aider sa mère, s'acheter des vêtements corrects, manger à sa faim. Plus important encore, il aurait une chance de prouver sa valeur, de montrer qu'il méritait sa place dans ce monde. Le serveur vint débarrasser la table. Il sourit à Lucas avec bienveillance. Apparemment, il avait assisté à de nombreuses scènes similaires dans ce café. Monsieur Dubois avait l'habitude de changer la vie des gens autour d'un simple café. Lucas paya son addition, laissa un pourboire généreux malgré ses moyens limités. Il avait envie de partager sa joie, même avec un inconnu. Il sortit du café d'un pas léger, le cœur gonflé d'espoir et de gratitude. Sa vie venait de basculer. Il ne savait pas encore que ce n'était que le début d'une histoire extraordinaire. Les semaines qui suivirent passèrent comme dans un rêve. Lucas se plongea dans ses études avec une motivation décuplée. Chaque cours prenait un sens nouveau maintenant qu'il savait où il allait. Il dévorait les livres de finance, passait des heures à la bibliothèque à étudier les mécanismes des fusions-acquisitions. Ses professeurs remarquèrent ce changement. Martineau lui fit même un compliment après un exposé particulièrement réussi sur les LBO. Lucas rayonnait. Pour la première fois de sa vie, il avait l'impression d'être à sa place. Ses camarades de promotion commencèrent à le regarder différemment quand il mentionna son stage chez Dubois et Associés. Certains connaissaient la réputation de la banque. C'était une belle opportunité, même pour les étudiants des meilleures écoles. Lucas savoura cette reconnaissance nouvelle. Il n'était plus l'étudiant invisible du fond de la classe. Il avait un avenir, des projets, une légitimité. Sa mère pleura de joie quand il lui annonça la nouvelle au téléphone. Elle qui s'était tant sacrifiée pour ses études voyait enfin ses efforts récompensés. Mais arriva plus vite que prévu. Les examens se déroulèrent sans encombre. Lucas obtint d'excellentes notes, porté par sa confiance nouvelle. Il avait même réussi à économiser un peu d'argent grâce à la bourse de Monsieur Dubois. Il s'acheta un costume correct dans un magasin de déstockage. Rien de luxueux, mais propre et bien coupé. Il investit aussi dans une paire de chaussures en cuir et quelques chemises. Il voulait faire bonne impression le premier jour. Monsieur Dubois l'avait appelé la semaine précédente pour prendre de ses nouvelles et confirmer les détails du stage. Sa voix était toujours aussi chaleureuse, rassurante. Il avait hâte d'accueillir Lucas dans son équipe. Il lui avait donné rendez-vous le lundi matin à 9 h dans les bureaux de la banque, avenue Montaigne. Une adresse prestigieuse qui fit battre le cœur de Lucas. Il allait travailler dans l'un des quartiers les plus élégants de Paris. Le dimanche soir, il prépara soigneusement ses affaires. Costume repassé, chaussures cirées, serviette en cuir d'occasion mais en bon état. Il se coucha tôt mais dormit mal, trop excité par ce qui l'attendait. Le lundi matin, Lucas se leva à 6 h. Il prit une douche longue, se rasa avec soin, se coiffa devant le miroir. Il enfila son costume neuf, ajusta sa cravate. Dans la glace, il ne se reconnaissait pas. Il avait l'air d'un vrai professionnel. Plus rien à voir avec l'étudiant fauché en jean troué de quelques mois plus tôt. Il prit le métro jusqu'à Franklin Roosevelt, le cœur battant. Dans la rame, il observait les autres voyageurs en costume. Bientôt, il ferait partie de ce monde. Il remonta les Champs-Élysées d'un pas décidé, tourna avenue Montaigne. Les boutiques de luxe s'alignaient de chaque côté de la rue. Cartier, Dior, Chanel.
Un univers qui lui était encore étranger mais qui ne l'intimidait plus. Il trouva l'immeuble de Dubois et Associés. Une façade haussmannienne élégante, une plaque discrète en bronze. Il poussa la lourde porte vitrée et pénétra dans un hall de marbre blanc. Un gardien en uniforme lui demanda poliment où il se rendait. Lucas annonça qu'il venait pour son premier jour de stage chez Dubois et Associés. Le gardien consulta son registre, sourit et lui indiqua les ascenseurs. Au 5e étage, les portes s'ouvrirent sur un open space moderne et lumineux. Bail vitré donnant sur l'avenue, mobilier design, écran géant affichant les cours de bourse en temps réel. Une vingtaine de personnes travaillaient déjà, concentrées sur leurs ordinateurs ou au téléphone. L'atmosphère était studieuse mais détendue. Une jeune femme blonde en tailleur s'approcha de Lucas avec un sourire professionnel. Elle se présenta comme Céline, l'assistante de direction. Elle l'attendait pour l'accueillir et lui faire visiter les bureaux. Monsieur Dubois était en réunion mais le recevrait dans 1 heure. Céline fit faire le tour du propriétaire à Lucas. Salle de réunion avec table en verre et fauteuil en cuir, bureau des traders avec leurs multiples écrans, coin détente avec machine à café et canapé. Tout respirait la réussite et le professionnalisme. Lucas buvait chaque détail, impressionné par ce monde qu'il découvrait. Céline lui expliqua l'organisation de la banque, les différents départements, les horaires. Elle était chaleureuse et pédagogue, visiblement habituée à accueillir les nouveaux arrivants. Puis elle conduisit Lucas vers son poste de travail. Un bureau près de la fenêtre, avec un ordinateur dernier cri et une vue magnifique sur l'avenue. Lucas n'en revenait pas. Il avait son propre bureau, son propre ordinateur. Céline lui remit un badge d'accès et une carte de visite temporaire. Lucas Moreau, stagiaire analyste. Il lut et relut ces mots, encore incrédule. Céline lui expliqua qu'il travaillerait sous la supervision de Marc Delacroix, directeur du département fusion-acquisition. Un homme brillant qui avait rejoint la banque il y a 5 ans après un passage chez Goldman Sachs. Il était en réunion mais viendrait le voir dans l'après-midi. En attendant, Céline lui donna quelques dossiers à étudier pour se familiariser avec les méthodes de la banque. Lucas s'installa à son bureau, alluma son ordinateur. L'écran affichait un message de bienvenue personnalisé. Il ouvrit le premier dossier, une opération de rachat dans le secteur de l'agroalimentaire. Les chiffres dansaient devant ses yeux. Il était enfin dans le vif du sujet, au cœur de la finance internationale qu'il étudiait depuis des années. Vers 10 heures, Monsieur Dubois apparut dans l'open space. Il portait un costume bleu marine impeccable et rayonnait de cette autorité bienveillante que Lucas avait remarquée lors de leur première rencontre. Il se dirigea vers le bureau de Lucas avec un sourire chaleureux. Tous les employés le saluèrent respectueusement au passage. Visiblement, c'était un patron apprécié de ses équipes. Il serra la main de Lucas avec la même chaleur que lors de leur rencontre au café. Il lui demanda ses premières impressions, s'il se sentait bien installé. Lucas le remercia encore pour cette opportunité incroyable. Monsieur Dubois balaya ses remerciements d'un geste. Il expliqua que c'était normal d'aider les jeunes talents. Que Lucas allait vite se rendre compte qu'il avait sa place ici. Il lui proposa de déjeuner ensemble le lendemain pour faire le point sur ses premiers pas. Lucas accepta avec enthousiasme. Il avait encore du mal à réaliser que cet homme important s'intéressait personnellement à lui. Monsieur Dubois repartit vers son bureau, non sans avoir salué chaleureusement plusieurs employés au passage. Lucas le suivit du regard, admiratif. Il avait envie de lui ressembler un jour, d'avoir cette prestance, cette capacité à inspirer le respect et la sympathie. L'après-midi, Marc Delacroix vint se présenter. La trentaine dynamique, costume froissé, manches retroussées. Il avait l'air d'un homme qui ne comptait pas ses heures. Il s'assit sur le coin du bureau de Lucas et lui expliqua le fonctionnement du département. Il travaillait sur une dizaine de dossiers en parallèle, des opérations de rachat, de fusion, de restructuration. Le rythme était soutenu mais passionnant. Marc avait cette façon directe et sympathique de s'exprimer qui plut immédiatement à Lucas. Il lui confia son premier vrai travail, analyser les comptes d'une PME que leurs clients souhaitaient racheter. Rien de très complexe pour commencer, mais un vrai dossier avec de vrais enjeux. Lucas se plongea dans les bilans avec délectation. Il passait enfin de la théorie à la pratique. Les chiffres prenaient vie, racontaient l'histoire d'une entreprise, ses forces et ses faiblesses. Il travailla jusqu'à 19 heures, bien après l'heure officielle. Quand il quitta les bureaux, il avait l'impression d'avoir vécu la plus belle journée de sa vie. Il remonta l'avenue Montaigne d'un pas léger, savourant chaque instant de ce nouveau bonheur.
Sa vie avait basculé. Il était devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait sa place dans ce monde qu'il admirait de loin depuis si longtemps. Les premières semaines de stage filèrent à une vitesse folle. Lucas se levait chaque matin avec l'impatience d'un enfant le jour de Noël. Il arrivait souvent le premier au bureau, vers 8 heures, et repartait rarement avant 20 heures. Marc Delacroix était impressionné par sa motivation et sa rapidité d'apprentissage. Il lui confiait des dossiers de plus en plus complexes. Lucas excellait dans l'analyse financière, avait l'œil pour repérer les anomalies dans les comptes, posait les bonnes questions. Ses collègues commencèrent à le remarquer. Sophie, une analyste senior, lui demanda son avis sur une valorisation délicate. Thomas, un associé, l'invita à participer à une réunion client. Lucas se sentait intégré, respecté. Il n'était plus le stagiaire qu'on tolère par politesse. Il était devenu un membre à part entière de l'équipe. Sa confiance en lui grandissait de jour en jour. Il osait prendre la parole en réunion, proposer des idées, défendre ses analyses. Monsieur Dubois passait régulièrement le voir, s'enquérait de ses progrès. Il semblait fier de son protégé, comme un père qui voit son fils réussir. Le déjeuner promis eut lieu la deuxième semaine. Monsieur Dubois emmena Lucas dans un restaurant gastronomique près de l'Opéra. Un endroit feutré où les serveurs évoluaient en silence entre les tables dressées avec un raffinement extrême. Lucas n'avait jamais mis les pieds dans un tel établissement. Il observa discrètement Monsieur Dubois pour savoir quelle fourchette utiliser, comment tenir son verre de vin. Son mentor sourit de sa timidité. Il lui expliqua que ces codes s'apprenaient, que l'important était d'être soi-même. La conversation porta sur l'avenir de Lucas. Monsieur Dubois évoqua la possibilité d'un CDI à la fin du stage si tout se passait bien. Il pourrait même envisager de financer un MBA à Londres ou New York dans quelques années. Lucas n'osait pas y croire. Quelques mois plus tôt, il se demandait comment payer son loyer. Aujourd'hui, on lui parlait d'un MBA dans les meilleures universités mondiales. Monsieur Dubois semblait lire dans ses pensées. Il lui dit que tout était possible quand on avait du talent et qu'on travaillait dur. Que Lucas en était la preuve vivante. Au bureau, Lucas découvrait les subtilités du monde de la finance. Les négociations tendues, les coups de théâtre de dernière minute, l'adrénaline des closings qui se jouent à quelques millions près. Il participait aux due diligence, ces audits approfondis qui précèdent les acquisitions. Il apprenait à décrypter les stratégies des entreprises, à anticiper les mouvements du marché. Marc Delacroix était un excellent professeur. Il prenait le temps d'expliquer, de contextualiser, de transmettre son expérience. Lucas absorbait tout comme une éponge. Il lisait la presse financière pendant ses pauses, étudiait les rapports annuels le soir dans sa chambre. Il voulait rattraper le temps perdu, combler ses lacunes, être à la hauteur de la confiance qu'on lui accordait. Ses notes de frais lui permettaient de manger correctement pour la première fois depuis des mois. Il découvrait les restaurants d'affaires, les déjeuners clients, les cocktails de networking. Un monde où les deals se négocient autant autour d'un verre qu'en salle de réunion. Un soir de juillet, Lucas travaillait tard sur un dossier complexe quand Monsieur Dubois passa le voir. Il était 22 heures, les bureaux étaient vides. Monsieur Dubois s'assit en face de lui, l'air soudain plus grave. Il lui demanda s'il était heureux, s'il se plaisait vraiment dans ce métier. Lucas répondit avec enthousiasme que c'était exactement ce qu'il avait toujours voulu faire. Monsieur Dubois hocha la tête, mais son expression restait soucieuse. Il expliqua que ce monde avait ses côtés sombres. La pression, la compétition, les compromis parfois difficiles. Il ne voulait pas que Lucas perde son âme dans cette course au succès. Lucas fut touché par cette sollicitude. Cet homme puissant se souciait de son bien-être moral. Il lui assura qu'il gardait les pieds sur terre, qu'il n'oubliait pas d'où il venait. Monsieur Dubois sourit, rassuré. Il lui dit qu'il avait de la chance d'avoir gardé cette humilité. Que c'était rare dans leur milieu. Il se leva pour partir, puis se retourna. Il avait quelque chose d'important à lui dire, mais pas ce soir. Il lui proposa de dîner chez lui le week-end suivant. Lucas accepta, intrigué par ce mystère. Le samedi soir, Lucas se rendit dans le 16e arrondissement, à l'adresse que lui avait donnée Monsieur Dubois. Un hôtel particulier magnifique avec un jardin privé. Un majordome en livrée lui ouvrit la porte et le conduisit dans un salon aux boiseries anciennes. Monsieur Dubois l'accueillit chaleureusement, mais Lucas sentait une tension inhabituelle chez lui. Ils dînèrent dans une salle à manger somptueuse, servie par un personnel discret et efficace.
La conversation porta d'abord sur des sujets légers. Monsieur Dubois évoqua sa passion pour l'art, sa collection de tableaux impressionnistes. Il montra à Lucas quelques toiles de maîtres accrochées au mur. Lucas était ébloui par tant de beauté et de richesse. Il découvrait un autre aspect de la réussite, le raffinement qui accompagne la fortune. Monsieur Dubois semblait heureux de partager ses trésors avec quelqu'un qui savait les apprécier. Mais Lucas sentait qu'il préparait quelque chose d'important. Son regard était plus intense, ses gestes plus mesurés. Après le dessert, Monsieur Dubois proposa de prendre le café dans son bureau. Une pièce impressionnante avec une bibliothèque du sol au plafond et un bureau en acajou massif. Il servit lui-même le café dans des tasses en porcelaine de Sèvres. Puis il s'assit en face de Lucas et le regarda longuement. Il commença par lui dire qu'il était fier de lui, que ses progrès dépassaient toutes ses espérances. Que l'équipe l'appréciait, que les clients remarquaient son travail. Lucas rougit de plaisir. Puis Monsieur Dubois prit une expression plus grave. Il avait quelque chose à lui avouer. Quelque chose qu'il aurait dû lui dire depuis le début, mais qu'il n'avait pas osé. Lucas sentit son cœur s'accélérer. Qu'est-ce qui pouvait troubler à ce point cet homme si sûr de lui? Monsieur Dubois se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. Il regardait le jardin plongé dans l'obscurité. Quand il se retourna, ses yeux brillaient d'une émotion contenue. Il dit à Lucas qu'il n'était pas seulement son mentor. Qu'il y avait entre eux un lien plus profond, plus personnel. Un lien que Lucas ne soupçonnait pas mais qui expliquait tout. Monsieur Dubois retourna s'asseoir, prit une grande inspiration. Il expliqua qu'il connaissait la mère de Lucas. Qu'ils s'étaient rencontrés il y a plus de 20 ans, quand elle travaillait comme serveuse dans un café près de la bourse. Lui était un jeune trader ambitieux, elle une étudiante qui finançait ses études en travaillant le soir. Ils étaient tombés amoureux. Une histoire passionnée mais compliquée. Lui appartenait déjà à un monde qui ne pardonnait pas les écarts. Elle venait d'un milieu modeste qui se méfiait des riches. Leurs familles respectives s'opposaient à cette relation. La pression sociale était énorme. Ils avaient fini par se séparer, le cœur brisé mais convaincu que c'était mieux ainsi. Quelques mois plus tard, elle avait découvert qu'elle était enceinte. Elle avait essayé de le joindre, mais il était parti travailler à Londres. Quand il était rentré en France 2 ans plus tard, elle avait disparu. Il l'avait cherché partout, sans succès. Il ne savait pas qu'il avait un fils. Lucas écoutait, pétrifié. Les mots de Monsieur Dubois résonnaient dans sa tête sans qu'il arrive à les comprendre vraiment. Cet homme élégant et puissant était en train de lui dire qu'il était son père. Le silence qui suivit cette révélation sembla durer une éternité. Lucas fixait Monsieur Dubois sans parvenir à prononcer un mot. Son cerveau refusait d'assimiler cette information. Cet homme qu'il admirait, qui avait changé sa vie, qui était devenu son modèle, était son père. Le père qu'il avait imaginé 1000 fois, qu'il avait haï puis oublié, qui avait hanté son enfance par son absence. Monsieur Dubois respecta ce silence, comprenant le choc que représentaient ces paroles. Il se leva doucement, se dirigea vers un secrétaire ancien et en sortit une enveloppe jaunie. Il la tendit à Lucas d'une main tremblante. C'était une lettre de sa mère, datée de 22 ans. Elle annonçait sa grossesse, expliquait qu'elle avait essayé de le joindre, qu'elle comprenait sa décision de partir mais qu'elle voulait qu'il sache. La lettre était restée dans les bureaux de son ancienne société, renvoyée avec la mention au destinataire inconnu. Il ne l'avait trouvée qu'il y a 6 mois, en vidant ses affaires lors d'un déménagement. Lucas reconnut l'écriture de sa mère, cette calligraphie soignée qu'elle avait gardée de ses années d'école. Ses mains tremblaient en tenant cette lettre qui révélait un secret gardé pendant plus de 20 ans. Monsieur Dubois reprit la parole d'une voix émue. Il expliqua qu'en découvrant cette lettre, il avait tout fait pour retrouver la trace de sa mère. Il avait engagé un détective privé, remué ciel et terre. Il avait appris qu'elle avait déménagé à Marseille, qu'elle avait eu un fils, qu'elle travaillait dur pour l'élever seule. Il avait découvert que ce fils étudiait l'économie à la Sorbonne, qu'il était brillant malgré des conditions difficiles. Il avait voulu l'approcher, mais comment? Comment expliquer 22 ans d'absence? Comment rattraper le temps perdu? Il avait choisi cette stratégie de la bourse et du stage pour pouvoir l'observer, apprendre à le connaître, voir quel homme il était devenu. Il voulait être sûr que Lucas était quelqu'un de bien avant de révéler la vérité. Ces derniers mois avaient confirmé tous ses espoirs. Lucas était exactement le fils dont il avait rêvé. Intelligent, travailleur, intègre, généreux. Il regrettait amèrement ses années perdues,
mais il espérait qu'il n'était pas trop tard pour construire une relation. Lucas l'écoutait, partagé entre la colère et l'émotion. Colère de cette manipulation, de ces mensonges, de cette absence. Émotion de découvrir enfin la vérité, de comprendre d'où il venait, qui il était vraiment. Les questions se bousculaient dans l'esprit de Lucas. Pourquoi sa mère ne lui avait-elle jamais parlé de cette lettre? Pourquoi avait-elle préféré lui laisser croire que son père les avait abandonnés? Monsieur Dubois devina ses interrogations. Il expliqua que sa mère avait probablement voulu le protéger. Elle savait qu'il appartenait à un monde différent, qu'il avait refait sa vie. Elle avait préféré élever son fils seul plutôt que de risquer un nouveau rejet. C'était une femme fière et courageuse. Elle avait fait ce qu'elle pensait être le mieux pour Lucas. Monsieur Dubois ajouta qu'il ne lui en voulait pas. Au contraire, il lui était reconnaissant d'avoir élevé leur fils avec tant d'amour et de valeur. Lucas était la preuve que l'éducation qu'elle lui avait donnée était parfaite. Il était devenu un homme remarquable malgré l'absence de son père. Ou peut-être grâce à cette absence qui l'avait rendu plus fort, plus déterminé. Lucas sentit les larmes monter. Toutes ces années où il s'était senti incomplet, différent des autres enfants qui avaient un père. Toutes ces fois où il s'était demandé pourquoi il avait été abandonné, ce qu'il avait fait de mal. La réponse était là, dans cette lettre jaunie, dans les yeux embués de cet homme qui lui ressemblait tant. Monsieur Dubois s'approcha lentement de Lucas. Il lui demanda la permission de le serrer dans ses bras. Lucas hésita un instant, puis se leva. L'étreinte fut longue, silencieuse, chargée de 22 ans d'amour refoulé. Lucas sentit l'odeur de l'eau de Cologne de son père, la texture de son costume, la chaleur de ses bras. Pour la première fois de sa vie, il était dans les bras de son père. Cet homme qu'il avait tant cherché, tant imaginé, était là, réel, ému, tremblant. Monsieur Dubois murmura des excuses, des regrets, des promesses. Il voulait rattraper le temps perdu, être le père qu'il n'avait pas pu être. Il comprenait que Lucas ait besoin de temps pour digérer cette révélation. Il ne demandait rien, n'exigeait rien. Il voulait juste que Lucas sache qu'il l'aimait, qu'il était fier de lui, qu'il serait toujours là désormais. Lucas pleurait maintenant sans retenue. Toute la tension accumulée depuis des années se libérait. La colère, la tristesse, mais aussi un immense soulagement. Il n'était plus seul. Il avait un père qui l'aimait, qui croyait en lui, qui voulait l'aider. Un père qui lui ressemblait, qui partageait sa passion pour la finance, qui comprenait ses ambitions. Ils passèrent le reste de la soirée à parler. Monsieur Dubois raconta sa jeunesse, ses débuts difficiles dans la finance, ses erreurs, ses réussites. Il évoqua sa relation avec la mère de Lucas, leurs rêves d'alors, leurs espoirs brisés. Il expliqua qu'il n'avait jamais oublié cette femme extraordinaire, qu'aucune autre n'avait jamais pris sa place dans son cœur. Il s'était marié par convenance sociale, avait divorcé rapidement. Il n'avait pas d'autres enfants. Lucas était son unique héritier, le seul qui comptait vraiment. Lucas parla de son enfance, de sa mère qui travaillait sans relâche, de leurs difficultés financières, de ses rêves d'ascension sociale. Thomas regardait fixement la lettre, ses mains tremblant légèrement. Les mots de sa mère résonnaient dans sa tête comme un écho douloureux du passé. Elle avait tout sacrifié pour qu'il puisse avoir cette chance, travaillant dans l'ombre pendant des années, supportant les humiliations quotidiennes avec une dignité silencieuse. Il repensa à tous ces matins où elle partait avant l'aube, à ces soirées où elle rentrait épuisée, les mains abîmées par les produits de nettoyage. Elle n'avait jamais parlé de Monsieur Dubois, jamais mentionné qu'elle connaissait personnellement l'homme qui allait changer le destin de son fils. La réalisation le frappa comme une gifle. Sa mère avait orchestré cette rencontre, elle avait préparé ce moment pendant des mois, peut-être des années. Chaque conseil qu'elle lui avait donné, chaque encouragement, chaque sacrifice prenait maintenant un sens nouveau. Elle savait que Monsieur Dubois viendrait à la bibliothèque ce jour-là, elle savait qu'il remarquerait Thomas. Tout avait été calculé avec l'amour d'une mère qui refuse de voir son enfant reproduire sa propre trajectoire de vie. Thomas sentit les larmes monter, mélange de gratitude infinie et de culpabilité écrasante. Il plia soigneusement la lettre et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Demain, il retournerait à la banque avec un regard nouveau sur sa situation. Il ne serait plus seulement Thomas, le jeune homme chanceux qui avait décroché un emploi prestigieux. Il serait le fils de Marie, la femme de ménage qui avait tout donné pour que son enfant puisse s'élever au-dessus de sa condition. Cette pensée lui donnait une force nouvelle, mais aussi une responsabilité immense. Il ne pouvait pas décevoir sa mère,
il ne pouvait pas gaspiller ce cadeau qu'elle lui avait offert au prix de tant de sacrifices personnels. Les semaines passaient et Julien s'installait dans une routine qu'il n'aurait jamais imaginée. Chaque matin, il se levait dans son petit studio, enfilait l'un de ses 3 costumes neufs et prenait le métro vers le 16e arrondissement. Le trajet lui donnait le temps de réfléchir, de regarder les visages fatigués des autres passagers qui se rendaient au travail. Il pensait souvent à sa mère, à ses sacrifices, à toutes ces années où elle avait économisé chaque centime pour qu'il puisse étudier. Maintenant, pour la première fois de sa vie, il gagnait de l'argent. Un vrai salaire qui lui permettait non seulement de survivre, mais aussi d'envoyer quelques euros à sa famille chaque mois. Le bureau de Monsieur Dubois était devenu son second foyer. Il connaissait maintenant chaque détail de cette pièce luxueuse, les livres reliés cuir sur les étagères, le parfum subtil de l'encens qui brûlait discrètement dans un coin, la vue imprenable sur les Champs-Élysées. Chaque jour, il classait des documents, préparait des dossiers, répondait au téléphone avec une politesse qu'il avait rapidement apprise. Les clients de la banque étaient habitués à le voir maintenant. Certains le saluaient même par son prénom. Cette reconnaissance, si petite soit-elle, réchauffait son cœur d'une manière qu'il n'arrivait pas à expliquer. Monsieur Dubois était un patron exigeant mais juste. Il ne criait jamais, ne perdait jamais son calme, mais ses attentes étaient claires et précises. Julien avait appris à anticiper ses besoins, à préparer les documents avant même qu'on les lui demande, à gérer son agenda avec une efficacité qui impressionnait même les secrétaires expérimentés. Le banquier avait remarqué cette évolution. Parfois, il s'arrêtait près du bureau de Julien et observait son travail en silence. Ces moments créaient une tension particulière, mais jamais désagréable. C'était plutôt comme si un professeur évaluait discrètement les progrès de son élève le plus prometteur. Un mardi matin, alors que Julien triait le courrier comme chaque jour, une enveloppe attira son attention. Elle était différente des autres, plus épaisse, avec un papier de qualité supérieure et une écriture manuscrite élégante. L'adresse était celle de Monsieur Dubois, mais quelque chose dans cette lettre semblait personnel, intime. Julien hésita un moment. Devait-il l'ouvrir comme il le faisait pour tout le courrier professionnel, ou la remettre directement à son patron? L'instinct lui disait que cette lettre était spéciale. Il décida de la poser délicatement sur le bureau de Monsieur Dubois, bien en évidence, sans l'ouvrir. Quand le banquier arriva 1 heure plus tard, son regard se posa immédiatement sur l'enveloppe. Julien vit son visage changer d'expression. Les traits habituellement composés de Monsieur Dubois se détendirent, puis se crispèrent légèrement. Il prit la lettre, l'examina quelques secondes, puis la glissa dans la poche intérieure de sa veste sans l'ouvrir. Ce geste intrigua Julien. Pourquoi ne pas la lire immédiatement? Pourquoi cette hésitation? Le reste de la matinée, il remarqua que son patron semblait distrait, moins concentré que d'habitude. Plusieurs fois, il surprit Monsieur Dubois en train de toucher machinalement sa poche, là où reposait la mystérieuse lettre. L'après-midi apporta une révélation inattendue. Monsieur Dubois demanda à Julien de l'accompagner à une réunion importante avec des investisseurs étrangers. C'était la première fois qu'il l'invitait à participer à ce type de rendez-vous. Vous prendrez des notes, avait-il simplement dit. Mais Julien sentait que c'était plus qu'une simple tâche administrative. C'était une marque de confiance, une reconnaissance de ses compétences. Dans la salle de réunion, il observa son patron négocier avec une habileté remarquable. Chaque mot était pesé, chaque silence calculé. Monsieur Dubois maîtrisait l'art de la persuasion comme un virtuose maîtrise son instrument. Pendant la réunion, Julien remarqua quelque chose d'étrange. À plusieurs reprises, Monsieur Dubois mentionnait l'importance de donner sa chance à la jeunesse, de croire au potentiel humain au-delà des apparences. Ces phrases semblaient sortir du contexte purement financier de la discussion. Les investisseurs acquiesçaient poliment, mais Julien sentait que ces mots s'adressaient peut-être à lui, indirectement. Était-ce une façon pour son patron de justifier sa présence dans cette réunion? Ou y avait-il quelque chose de plus profond derrière ces déclarations? À la fin de la journée, alors que Julien rangeait ses affaires, Monsieur Dubois l'appela dans son bureau. Le banquier était assis derrière son imposant bureau en acajou, la mystérieuse lettre du matin posée devant lui, toujours fermée. « Julien, dit-il d'une voix plus douce que d'habitude, je voulais vous dire que votre travail est remarquable. Vous avez une intelligence naturelle et une capacité d'adaptation que j'ai rarement vue chez quelqu'un de votre âge. » Ces compliments réchauffèrent le cœur du jeune homme, mais il sentait qu'il y avait autre chose. Monsieur Dubois semblait chercher ses mots, comme s'il voulait dire quelque chose d'important mais ne savait pas comment s'y prendre. Cette lettre,
continua-t-il en désignant l'enveloppe, me rappelle quelque chose d'important. Nous avons tous des histoires, des secrets, des regrets. Parfois, le hasard nous donne une seconde chance de réparer nos erreurs. Julien ne comprenait pas exactement où son patron voulait en venir, mais il sentait l'émotion dans sa voix. C'était la première fois qu'il voyait Monsieur Dubois montrer une telle vulnérabilité. L'homme d'affaires imperturbable laissait entrevoir une humanité plus profonde, plus complexe. Cette révélation créait entre eux une connexion nouvelle, plus authentique que la simple relation professionnelle qu'ils avaient entretenue jusqu'alors. Le silence qui suivit fut chargé de sens. Julien comprenait qu'il était témoin d'un moment important, même s'il n'en saisissait pas encore toute la portée. Monsieur Dubois prit finalement la lettre, la retourna entre ses mains, puis la rangea dans un tiroir de son bureau qu'il ferma à clé. « Nous en reparlerons demain, dit-il simplement. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Julien pendant tout le trajet de retour. Que contenait cette lettre? Pourquoi son patron semblait-il si troublé? Et surtout, quel lien pouvait-il y avoir entre cette mystérieuse correspondance et lui-même? Cette nuit-là, Julien eut du mal à s'endormir. Il repensait aux événements de la journée, aux paroles étranges de Monsieur Dubois, à cette lettre qui semblait porter un poids émotionnel considérable. Il avait l'impression d'être au seuil d'une découverte importante, comme si sa vie était sur le point de prendre un tournant décisif. Dans l'obscurité de son petit studio, il se demandait si le hasard qui l'avait mené jusqu'à cette banque était vraiment du hasard. Peut-être que certaines rencontres étaient écrites depuis longtemps, attendant simplement le bon moment pour se révéler. Le lendemain matin, Julien arriva au bureau avec une détermination nouvelle. Il avait passé la nuit à réfléchir, à tourner et retourner dans sa tête tout ce qu'il avait découvert. Madame Dubois n'était pas seulement une femme de ménage. Elle était une mère qui se sacrifiait en silence, une femme qui portait le poids du monde sur ses épaules sans jamais se plaindre. Et lui, dans son ignorance et son arrogance, l'avait traitée comme si elle était invisible. Il la chercha partout dans les bureaux, mais elle n'était nulle part. Son cœur se serra quand il réalisa qu'elle ne viendrait peut-être plus. Peut-être avait-elle finalement décidé que c'en était assez. Peut-être avait-elle trouvé un autre travail, loin de ses regards méprisants et de cette indifférence cruelle. L'idée qu'elle puisse être partie pour toujours lui donnait la nausée. Il se dirigea vers le bureau des ressources humaines, ses pas résonnant dans les couloirs silencieux. Madame Laurent, la responsable RH, leva les yeux de son ordinateur quand il entra. Elle avait l'air surprise de le voir là, surtout si tôt le matin. Julien prit une profonde inspiration avant de parler, conscient que ce qu'il allait dire pourrait changer beaucoup de choses. « Madame Laurent, j'aimerais vous parler de Madame Dubois, la femme de ménage qui travaille dans notre étage. » Sa voix était ferme, mais elle tremblait légèrement. « Je pense qu'il y a des choses que vous devriez savoir à son sujet. Des choses importantes que nous avons tous ignorées. » Madame Laurent fronça les sourcils, intriguée par le ton sérieux du jeune homme. « Que voulez-vous dire exactement, Monsieur Moreau ?» demanda-t-elle en fermant son ordinateur portable. Julien s'assit en face d'elle, ses mains jointes sur ses genoux. Il lui raconta tout. La lettre qu'il avait trouvée, les recherches qu'il avait faites, la découverte de qui était vraiment Madame Dubois. Il parla de son fils malade, de ses sacrifices, de sa dignité silencieuse face à l'indifférence générale. Madame Laurent l'écouta en silence, son expression changeant progressivement. D'abord surprise, puis troublée, puis franchement émue. Quand Julien eut terminé son récit, elle resta silencieuse pendant un long moment, digérant tout ce qu'elle venait d'entendre. Ses yeux brillaient d'une émotion qu'elle tentait de contenir. Elle n'avait jamais imaginé que derrière cette femme discrète se cachait une histoire si poignante. « Mon Dieu » murmura-t-elle finalement. « Comment avons-nous pu passer à côté de tout cela? Comment avons-nous pu être si aveugles ?» Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qui s'éveillait en contrebas. Cette femme travaille ici depuis des années, et nous ne savons même pas qui elle est vraiment. Nous l'avons réduite à sa fonction, sans jamais voir la personne derrière. Julien hocha la tête, soulagé de voir qu'elle comprenait. Je voudrais faire quelque chose pour elle. Pour son fils aussi. Je ne sais pas quoi exactement, mais je ne peux pas rester les bras croisés maintenant que je sais. Madame Laurent se retourna vers lui, et il vit dans ses yeux une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle était touchée, vraiment touchée par cette histoire. Vous avez raison, dit-elle en revenant s'asseoir. Nous devons agir. Mais d'abord, nous devons la retrouver. Si elle ne vient plus travailler, c'est peut-être parce qu'elle a trouvé autre chose, ou peut-être.
Elle ne termina pas sa phrase, mais Julien comprit. Peut-être était-elle malade. Peut-être n'avait-elle plus la force de continuer. Cette pensée lui serra le cœur. Ils passèrent l'heure suivante à consulter les dossiers du personnel, à chercher son adresse, ses coordonnées. Madame Laurent contacta plusieurs personnes, fit quelques appels discrets. Finalement, elle obtint l'information qu'il cherchait. Madame Dubois habitait dans une petite rue de Belleville, dans un immeuble modeste. Elle n'avait pas donné de préavis, elle avait simplement cessé de venir. Je vais y aller, déclara Julien sans hésitation. Madame Laurent le regarda avec surprise. Vous? Mais pourquoi vous? Julien réfléchit un moment avant de répondre. Parce que c'est moi qui ai trouvé sa lettre. Parce que c'est moi qui ai compris qui elle était vraiment. Et parce que je me sens responsable de tout ce qui s'est passé. Nous tous, nous sommes responsables. Madame Laurent acquiesça lentement. Elle comprenait ce qu'il ressentait. Cette culpabilité collective, cette prise de conscience tardive de leur indifférence. Très bien, dit-elle finalement. Mais vous n'irez pas seul. Je viens avec vous. Et nous allons réfléchir à ce que nous pouvons faire concrètement pour l'aider. Julien sourit pour la première fois depuis des jours. Il n'était plus seul dans cette démarche. Ils quittèrent le bureau ensemble, laissant derrière eux le monde feutré des affaires pour se diriger vers un quartier qu'aucun d'eux ne connaissait vraiment. Le trajet en métro fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Julien regardait défiler les stations, se demandant ce qu'ils allaient trouver. Comment Madame Dubois allait-elle réagir en les voyant? Serait-elle surprise? Méfiante? Ou simplement résignée? Quand ils arrivèrent dans la rue de Madame Dubois, Julien fut frappé par le contraste avec le quartier d'affaires qu'il venait de quitter. Ici, les immeubles étaient vieux, les façades fatiguées. Mais il y avait une vie, une authenticité qui manquait autour de verre et d'acier. Des enfants jouaient dans la rue, des femmes discutaient sur les pas de porte. C'était un monde différent, un monde que Julien découvrait pour la première fois. L'immeuble de Madame Dubois était au numéro 15, un bâtiment de 5 étages sans ascenseur. Ils montèrent lentement les escaliers, leur pas résonnant dans la cage d'escalier étroite. L'odeur de cuisine et de lessive flottait dans l'air. Au 3e étage, ils s'arrêtèrent devant une porte marquée Dubois. Julien prit une profonde inspiration avant de frapper doucement. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Julien et Madame Laurent échangèrent un regard inquiet. Peut-être n'était-elle pas là. Peut-être était-elle à l'hôpital avec son fils. Ou peut-être ne voulait-elle tout simplement pas ouvrir. Julien s'apprêtait à frapper de nouveau quand ils entendirent des pas lents de l'autre côté de la porte. Une voix fatiguée demanda qui était là. Madame Dubois? C'est Julien Moreau, du bureau. Et Madame Laurent des ressources humaines. Nous aimerions vous parler, si c'est possible. Le silence retomba. Julien imaginait Madame Dubois de l'autre côté de la porte, se demandant ce que ces gens de son travail venaient faire chez elle. Finalement, ils entendirent le bruit d'une chaîne qu'on retire, d'un verrou qu'on tourne. La porte s'ouvrit lentement, révélant le visage de Madame Dubois. Elle avait l'air plus fatiguée que jamais, ses yeux étaient rougis comme si elle avait pleuré. Elle portait un vieux pull en laine et un pantalon usé. Ses cheveux, habituellement tirés en arrière, tombaient librement sur ses épaules. Elle les regarda avec surprise et une pointe d'inquiétude, comme si elle s'attendait à de mauvaises nouvelles. Monsieur Moreau? Madame Laurent? Que faites-vous ici? Sa voix était rauque, épuisée. Julien sentit son cœur se serrer en la voyant ainsi. Cette femme qui avait toujours eu l'air si forte, si digne malgré tout, semblait maintenant fragile et vulnérable. Nous pouvons entrer? Nous aimerions vous parler de quelque chose d'important. Madame Dubois hésita un moment, puis s'effaça pour les laisser passer. L'appartement était petit mais propre, meublé simplement mais avec goût. Des photos d'un jeune homme souriaient depuis les étagères. Thomas, comprit Julien. Le fils pour lequel elle se sacrifiait chaque jour. Sur une table basse, des factures étaient soigneusement empilées, et Julien aperçut plusieurs lettres d'hôpital. La réalité de sa situation lui apparut encore plus clairement. Asseyez-vous, je vous prie, dit Madame Dubois en désignant un petit canapé. Voulez-vous du thé? Même dans sa détresse, elle gardait cette politesse naturelle, cette élégance simple qui la caractérisait. Julien et Madame Laurent s'assirent, déclinant poliment l'offre. Madame Dubois prit place en face d'eux, ses mains jointes sur ses genoux,
attendant qu'il parle. Julien sortit la lettre de sa poche. Quand Madame Dubois la vit, son visage se décomposa. Elle porta une main à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. « Vous l'avez trouvée, murmura-t-elle. Je pensais qu'elle était perdue pour toujours. Je l'avais écrite il y a si longtemps, et puis je l'avais oubliée dans ce livre. » Sa voix se brisa légèrement. « Madame Dubois, commença Julien doucement, nous savons maintenant qui vous êtes vraiment. Nous savons pour votre fils, pour tout ce que vous avez sacrifié. Et nous sommes venus vous dire que nous sommes désolés. Désolés de vous avoir ignoré, de ne pas avoir vu votre valeur, votre courage. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Madame Dubois. Madame Laurent prit la parole à son tour. « Nous voulons vous aider. Vous et votre fils. Nous ne pouvons pas rattraper le temps perdu, mais nous pouvons agir maintenant. » Madame Dubois secoua la tête, essuyant ses larmes avec un mouchoir froissé. « Vous n'avez rien à faire pour moi. J'ai choisi ma vie. J'ai fait ce que je devais faire pour mon fils. Mais vous ne devriez pas avoir à choisir entre votre dignité et l'amour pour votre enfant, répliqua Julien avec passion. Personne ne devrait avoir à faire ce choix. Nous avons été aveugles, mais maintenant nous voyons. Et nous voulons réparer nos erreurs. » Madame Dubois le regarda longuement, comme si elle essayait de comprendre ce qui avait changé chez ce jeune homme qu'elle avait vu grandir professionnellement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé ?» Julien réfléchit un moment avant de répondre. « Votre lettre. Vos mots. Ils m'ont ouvert les yeux sur qui vous étiez vraiment. Et j'ai réalisé que nous passons notre vie à côté de l'essentiel, à côté des vraies personnes, des vraies histoires. Vous méritez mieux que l'indifférence. » Madame Dubois se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle regardait la rue en contrebas, où des enfants jouaient encore malgré leur tardive. « Mon fils va mieux, dit-elle doucement. Les derniers traitements ont fonctionné. Il va pouvoir reprendre ses études bientôt. » Sa voix était pleine d'un soulagement immense, mais aussi d'une fatigue accumulée pendant des années. « C'est merveilleux, dit Madame Laurent sincèrement. Mais cela ne change rien au fait que vous avez donné tant de vous-même. Vous méritez d'être reconnu pour ce que vous êtes. » Madame Dubois se retourna vers eux, un petit sourire triste sur les lèvres. « Je ne sais pas quoi dire. Pendant si longtemps, j'ai eu l'impression d'être invisible. Et maintenant? Maintenant, vous ne l'êtes plus, termina Julien. Plus jamais. » Il se leva et s'approcha d'elle. « Nous aimerions que vous reveniez travailler avec nous. Mais pas comme avant. Nous voulons créer un poste qui correspond vraiment à vos compétences, à votre expérience. Vous avez tant à offrir. » Madame Dubois le regarda avec incrédulité. « Un poste? Mais je ne suis qu'une femme de ménage. » Julien secoua la tête. « Non. Vous êtes une femme courageuse, intelligente, qui a géré des situations impossibles avec une grâce extraordinaire. Vous avez des qualités que beaucoup de nos cadres n'ont pas. Nous voulons vous donner l'opportunité de les montrer. » Les yeux de Madame Dubois brillaient maintenant d'un espoir qu'elle n'avait pas osé nourrir depuis longtemps. Madame Laurent sortit une enveloppe de son sac. « En attendant, voici une petite aide pour les frais médicaux de votre fils. C'est un geste de l'entreprise, mais aussi de nous tous qui avons enfin ouvert les yeux. » Madame Dubois prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, trop émue pour parler. Elle savait que ce geste représentait bien plus que de l'argent. C'était une reconnaissance, un respect qu'elle n'avait jamais espéré recevoir. « Je ne sais pas comment vous remercier, murmura-t-elle finalement. Julien sourit. « En nous donnant une chance de réparer nos erreurs. En nous permettant de vous connaître vraiment cette fois. » Madame Dubois hocha la tête, les larmes coulant de nouveau sur ses joues. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie, d'espoir, de soulagement. Ils restèrent encore une heure à discuter, à faire connaissance vraiment pour la première fois. Madame Dubois leur parla de son fils, de ses rêves, de ses peurs. Elle leur montra des photos, raconta des anecdotes. Julien et Madame Laurent découvraient une femme extraordinaire, pleine d'humour et de sagesse, qui avait été cachée derrière le masque de l'invisibilité sociale. Les semaines qui suivirent furent marquées par un changement profond dans l'atmosphère du bureau. Madame Dubois était revenue, mais cette fois dans un rôle complètement différent. Elle avait été nommée coordinatrice des services généraux, un poste créé spécialement pour elle qui lui permettait d'utiliser son expérience et sa connaissance intime du fonctionnement de l'entreprise. Son bureau était petit mais lumineux, avec une vue sur la cour intérieure.
Le premier jour de sa prise de fonction, Julien l'avait accompagnée pour lui présenter ses nouvelles responsabilités. Il avait été touché de voir comme elle s'épanouissait dans ce nouveau rôle. Ses épaules semblaient moins lourdes, son sourire plus fréquent. Elle portait maintenant des vêtements professionnels simples mais élégants, et ses cheveux étaient coiffés avec soin. La transformation était saisissante. « Comment vous sentez-vous » lui avait-il demandé ce premier jour. Elle avait regardé autour d'elle, comme si elle n'arrivait pas encore à croire que tout cela était réel. « Comme si je renaissais » avait-elle répondu simplement. « Pendant si longtemps, j'ai eu l'impression de n'être qu'une ombre. Maintenant, j'ai l'impression d'exister vraiment. » Ces mots avaient profondément ému Julien. L'histoire de Madame Dubois s'était rapidement répandue dans l'entreprise. Au début, certains collègues avaient été sceptiques, se demandant pourquoi on faisait tant d'histoires pour une simple femme de ménage. Mais quand ils avaient appris son parcours, ses sacrifices, son courage silencieux, l'opinion générale avait changé. Beaucoup s'étaient sentis honteux de leur indifférence passée. Monsieur Bertrand, le directeur général, avait personnellement tenu à rencontrer Madame Dubois. Il s'était excusé au nom de toute l'entreprise pour les années d'invisibilité qu'elle avait endurées. « Nous avons beaucoup à apprendre de vous » lui avait-il dit. « Votre discrétion, votre dévouement, votre force face à l'adversité. Ce sont des qualités que nous devrions tous cultiver. » Madame Dubois avait été touchée par ces mots. Son fils Thomas était venu la voir à son nouveau bureau quelques jours après sa prise de fonction. Julien avait eu la chance de le rencontrer, et il avait été frappé par la ressemblance entre la mère et le fils. Même regard intelligent, même dignité naturelle. Thomas étudiait l'informatique et rêvait de créer sa propre entreprise. « Grâce à ma mère, j'ai appris que rien n'est impossible » avait-il dit à Julien. L'entreprise avait également mis en place un programme de bourse d'études en l'honneur de Madame Dubois, destiné aux enfants d'employés en difficulté financière. C'était une façon de s'assurer que d'autres familles n'auraient pas à faire les mêmes sacrifices. Madame Dubois avait été émue aux larmes quand on lui avait annoncé cette initiative. « Mon histoire aura au moins servi à quelque chose » avait-elle murmuré. Julien, de son côté, avait également changé. Cette expérience l'avait profondément marqué, lui faisant prendre conscience de l'importance de voir vraiment les gens qui nous entourent. Il avait commencé à s'impliquer dans des associations caritatives, utilisant ses compétences professionnelles pour aider ceux qui en avaient besoin. Sa perspective sur la vie et le succès avait complètement évolué. Un matin, alors qu'il arrivait au bureau, Julien croisa Madame Dubois dans le hall d'entrée. Elle portait un tailleur bleu marine et tenait une mallette à la main. Elle avait l'air confiante, épanouie. Quand elle le vit, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Bonjour Julien » dit-elle chaleureusement. « Comment allez-vous » Il sourit en retour, heureux de voir cette transformation. « Je vais bien, Madame Dubois. Et vous ? Comment se passe votre nouvelle vie ?» Elle réfléchit un moment avant de répondre. « Vous savez, pendant des années, j'ai eu l'impression de vivre dans l'ombre. Maintenant, j'ai l'impression de vivre enfin au soleil. C'est grâce à vous, à votre geste. Vous m'avez rendu ma dignité. » Julien secoua la tête. « Non, vous l'aviez déjà. Nous avons juste appris à la voir. » Ils montèrent ensemble dans l'ascenseur, parlant de tout et de rien. Julien réalisa que Madame Dubois était devenue bien plus qu'une collègue pour lui. Elle était devenue une amie, une source d'inspiration. Sa force tranquille, sa sagesse acquise dans l'épreuve, sa capacité à pardonner et à aller de l'avant l'impressionnait profondément. Elle lui avait appris que la vraie grandeur ne se mesure pas au pouvoir ou à l'argent, mais à la capacité de rester humain dans l'adversité. Le bureau avait également changé d'atmosphère. Les employés se parlaient davantage, se souciaient plus les uns des autres. L'histoire de Madame Dubois avait créé une prise de conscience collective sur l'importance de la bienveillance et du respect mutuel. Les femmes de ménage qui travaillaient encore dans l'immeuble étaient maintenant saluées, remerciées pour leur travail. Un petit changement qui faisait une grande différence. Madame Laurent avait mis en place des formations sur la diversité et l'inclusion, utilisant l'histoire de Madame Dubois comme exemple de ce qui peut arriver quand on ignore la valeur des gens. Chaque personne a une histoire, répétait-elle lors de ses formations. Chaque personne mérite d'être vue, reconnue, respectée. Ces sessions avaient un impact profond sur les participants. Un jour, Madame Dubois avait organisé une petite réception pour remercier tous ceux qui l'avaient aidée. Elle avait préparé des gâteaux maison, comme elle le faisait autrefois pour son fils quand il était petit.
Julien avait été touché de voir comme elle rayonnait ce jour-là, entourée de collègues qui étaient devenus des amis. Vous voyez, lui avait-elle dit en aparté, parfois les fins les plus belles naissent des commencements les plus difficiles. Thomas avait également été invité à cette réception. Il avait pris la parole pour remercier tous ceux qui avaient aidé sa mère. Ma mère m'a toujours dit que la bonté finit toujours par être récompensée, avait-il déclaré. Aujourd'hui, je vois qu'elle avait raison. Merci de lui avoir rendu sa place, sa dignité. Merci de nous avoir montré que l'humanité existe encore. Ces mots avaient ému toute l'assistance. 6 mois après cette transformation, Julien se trouvait de nouveau dans le même couloir où tout avait commencé. Il tenait dans ses mains un livre, le même livre dans lequel il avait trouvé la lettre de Madame Dubois. Mais cette fois, le livre contenait quelque chose de différent. C'était un recueil de témoignages d'employés de l'entreprise, racontant comment l'histoire de Madame Dubois avait changé leur perspective sur la vie et le travail. L'idée était venue de Madame Laurent, qui voulait créer un document pour préserver cette leçon d'humanité. Chaque témoignage était unique, mais tous parlaient de la même prise de conscience, l'importance de voir vraiment les gens qui nous entourent, de reconnaître leur valeur au-delà de leur fonction sociale. Le livre s'intitulait « Lettre de reconnaissance » en hommage à la lettre qui avait tout déclenché. Julien avait écrit le premier témoignage, racontant comment une simple lettre oubliée avait changé sa vision du monde. Nous croisons chaque jour des héros silencieux, avait-il écrit. Des gens qui se battent avec courage contre l'adversité, qui sacrifient leurs rêves pour ceux qu'ils aiment, qui gardent leur dignité malgré l'indifférence du monde. Madame Dubois m'a appris à les voir, à les respecter, à les honorer. Madame Dubois elle-même avait contribué au livre, racontant son parcours avec une simplicité touchante. Je n'ai jamais voulu être un exemple, avait-elle écrit. J'ai juste fait ce que toute mère aurait fait pour son enfant. Mais si mon histoire peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules, moins invisibles, alors elle aura eu un sens. Ces mots résonnaient avec une vérité profonde. Le livre était maintenant terminé et allait être distribué à tous les employés de l'entreprise. Mais au-delà de cela, M. Bertrand avait décidé d'en faire un outil de formation pour d'autres entreprises. L'histoire de Madame Dubois était devenue un symbole, un rappel que derrière chaque fonction, chaque uniforme, chaque visage anonyme, se cache une personne avec ses rêves, ses peurs, ses combats. Julien frappa doucement à la porte du bureau de Madame Dubois. « Entrez, dit-elle de sa voix douce. Il la trouva en train de réviser des plannings, ses lunettes de lecture perchées sur le bout du nez. Quand elle le vit avec le livre, son visage s'illumina. « Il est terminé » demanda-t-elle avec excitation. Julien hocha la tête et lui tendit l'exemplaire qui lui était destiné. Elle ouvrit le livre avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor. Ses yeux parcoururent les pages, s'arrêtant sur certains passages qui la touchaient particulièrement. « C'est incroyable » murmura-t-elle. Toutes ces personnes qui ont pris le temps d'écrire, de partager leurs réflexions. Je n'aurais jamais imaginé que mon histoire puisse avoir un tel impact. Ses yeux brillaient d'émotion. Votre histoire a changé notre entreprise, dit Julien en s'asseyant en face d'elle. Mais plus que cela, elle a changé des vies. La mienne en premier lieu. Vous m'avez appris que la vraie réussite ne se mesure pas en chiffres ou en promotion, mais en humanité, en compassion, en capacité à faire une différence dans la vie des autres. Madame Dubois sourit, touchée par ces mots. Et Thomas ? Comment va-t-il ? demanda Julien. Le visage de Madame Dubois s'illumina encore plus. Il va très bien. Il a terminé ses études avec mention et il vient de décrocher un stage dans une grande entreprise technologique. Il dit souvent que tout ce qu'il a accompli, c'est grâce au sacrifice que j'ai fait. Mais moi, je sais que c'est grâce à sa propre détermination. Sa fierté maternelle était évidente. Il viendra à la cérémonie de lancement du livre ? Madame Dubois hocha la tête. Bien sûr. Il ne raterait cela pour rien au monde. Il dit que cette histoire lui a appris l'importance de ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Et aussi l'importance de reconnaître la valeur de chaque personne, quelle que soit sa position sociale. Ces valeurs, elle les lui avait transmises par l'exemple. Julien se leva pour partir, mais Madame Dubois l'arrêta. Julien, attendez. J'ai quelque chose pour vous. Elle ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe. C'est une lettre que j'ai écrite pour vous. Pas comme celle que vous avez trouvée par hasard, mais une vraie lettre de remerciement. Pour tout ce que vous avez fait, pour avoir vu en moi ce que personne d'autre ne voyait. Julien prit l'enveloppe avec émotion. Puis-je la lire maintenant ?
Madame Dubois sourit. Bien sûr. Il ouvrit délicatement l'enveloppe et déplia la lettre. L'écriture était la même que celle qu'il avait découverte des mois plus tôt, mais le ton était complètement différent. Cette fois, c'était une lettre pleine d'espoir, de gratitude, de joie. Cher Julien, lut-il à voix haute. Il y a quelques mois, j'étais une femme invisible, fatiguée par la vie et résignée à mon sort. Aujourd'hui, grâce à votre geste, je suis une femme qui a retrouvé sa place dans le monde. Vous m'avez rendu ma dignité, mon espoir, ma joie de vivre. Mais plus que cela, vous m'avez montré que la bonté existe encore, que l'humanité peut triompher de l'indifférence. Il continua sa lecture, de plus en plus ému. Vous avez changé ma vie, mais j'espère que notre rencontre a aussi changé la vôtre. J'espère qu'elle vous a appris, comme elle m'a appris, que nous sommes tous connectés, que nous avons tous besoin les uns des autres, que la vraie richesse se trouve dans les relations humaines authentiques. Merci d'avoir vu en moi une personne digne de respect et d'amour. Quand il eut terminé sa lecture, Julien avait les larmes aux yeux. Merci, dit-il simplement. Cette lettre est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Madame Dubois se leva et vint vers lui. Non, Julien. Le plus beau cadeau, c'est vous qui me l'avez fait. Vous m'avez rendu ma vie. Ils s'embrassèrent amicalement, deux personnes que le destin avait réunies pour s'apprendre mutuellement la valeur de l'humanité. En sortant du bureau de Madame Dubois, Julien croisa plusieurs collègues qui la saluaient chaleureusement. Elle était devenue une figure respectée et aimée de l'entreprise. Son bureau était souvent visité par des employés qui venaient chercher ses conseils ou simplement discuter. Elle avait cette sagesse particulière que donne l'épreuve surmontée avec dignité. Le soir même, Julien rentra chez lui avec la lettre de Madame Dubois dans sa poche. Il la relut plusieurs fois, savourant chaque mot. Cette histoire qui avait commencé par une découverte fortuite était devenue l'expérience la plus enrichissante de sa vie. Elle lui avait appris que parfois, les plus grandes leçons viennent des personnes les plus discrètes, que la vraie grandeur se cache souvent dans l'ombre. Il pensa à tous ces gens qu'il croisait chaque jour sans vraiment les voir. Combien d'histoires extraordinaires passaient inaperçues? Combien de héros silencieux méritaient d'être reconnus? L'histoire de Madame Dubois lui avait ouvert les yeux sur un monde qu'il ignorait, un monde où la dignité et le courage se cachent derrière les apparences les plus simples. Quelques jours plus tard, lors de la cérémonie de lancement du livre, Julien prit la parole devant tous les employés de l'entreprise. Cette histoire, dit-il en tenant le livre, nous rappelle que nous avons tous le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Parfois, il suffit d'un regard, d'un sourire, d'une reconnaissance. Madame Dubois nous a appris que l'invisibilité n'est pas une fatalité, que chaque personne mérite d'être vue et respectée. Madame Dubois était assise au premier rang, son fils Thomas à ses côtés. Quand Julien termina son discours, toute l'assistance se leva pour l'applaudir. Mais les applaudissements n'étaient pas seulement pour lui. Ils étaient pour elle, pour son courage, pour sa dignité, pour tout ce qu'elle représentait. Dans ce moment, elle n'était plus invisible. Elle était enfin vue, reconnue, célébrée. Et dans ce même couloir où tout avait commencé, là où une lettre oubliée avait changé de vie, une nouvelle histoire commençait. Une histoire où l'humanité triomphait de l'indifférence, où la reconnaissance remplaçait l'invisibilité, où l'amour et le respect guidaient les relations humaines. Car parfois, il suffit d'une lettre, d'un geste, d'un regard pour transformer le monde.